Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, en mon nom, mais aussi au nom du professeur Compagnon, monsieur, un professeur d'histoire de l'art, représentant une discipline qui a toujours été brillamment représentée dans cette maison et qui est d'ailleurs déjà venu nous faire une série de conférences. Alors, M. Christian Michel est professeur d'histoire de l'art à Lausanne. Il a écrit un livre fondamental sur Charles-Nicolas Cochin, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Et puis ensuite, il a écrit un livre sur Watteau, qui est une contribution importante à la connaissance exacte de ce personnage si mystérieux. Il a contribué, enfin plus exactement, il a publié avec Madame Jacqueline Lichtenstein une collection extrêmement importante. C'est la collection des procès-verbaux de l'Académie des Beaux-Arts, enfin l'Académie des Arts, de peinture, de sculpture et de gravure de l'Ancien Régime, depuis ses origines jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et là, évidemment, on a un matériau très important pour connaître les débats, la riche vitalité intellectuelle de cette académie. Il se propose de publier maintenant les 4 conférences qu'il a faites ici dans un ouvrage. Donc je vous donne la parole en vous remerciant d'avoir bien voulu nous faire une conférence sur l'ensemble de votre discipline. Je vous remercie beaucoup, monsieur, de cette présentation et je remercie les professeurs qui m'ont invité à venir parler. Je me sens très honoré. Je remercie aussi la foule qui vient aujourd'hui avec ses marches pleines. J'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux pour n'être pas trop inconfortable. Et lorsque j'ai été invité à proposer une conférence, la question que je me suis posée était évidemment celle du sujet que je pourrais aborder, ce qui n'était pas absolument évident. En effet, je voulais lier 2 questions qui me sont chères. La première est celle du discours touchant aux œuvres d'art. Comme vous le savez, Platon écrit dans le Phèdre que les êtres qu'enfante la peinture ne se présentent pas comme des êtres vivants, mais quand on les interroge, ils gardent majestueusement le silence. Ceci à titre de comparaison avec le discours imprimé, ou plutôt du discours rédigé plutôt que du discours parlé. Et la question qui se pose, qui n'a pas beaucoup vieilli, comment faire parler les images, comment faire parler la peinture. Ceux qui aujourd'hui lisent des ouvrages sans appareil de notes, les appareils sont ceux qui, en même temps, dans les musées, ont absolument besoin d'un guide qui leur dise quoi penser des œuvres qu'on leur montre. L'appareil de notes est réservé aux universitaires. Ce sont justement les non-universitaires qui ont besoin qu'on fasse parler les tableaux, les statues, les monuments pour eux. Le travail des historiens, des critiques, des hommes de lettres consiste à faire parler les tableaux et construire un discours sur les formes afin d'aider à les rendre familières. Or, actuellement, excusez ce lieu commun, l'art est à la mode. Les musées sont censés constituer des produits d'appel. Bilbao, Abu Dhabi, Lens, Marseille se font construire des musées afin de drainer un public. On juge de la valeur des expositions par le nombre de visiteurs. L'exposition doit être un blockbuster. L'art, nous répétons, en fait, depuis les années 1960, doit être démocratisé, ouvert à chacun, aller à ceux qui n'iraient pas le voir spontanément. Or,
on entend perpétuellement dans le monde entier les historiens d'art se plaindre et dire qu'ils ne sont pas traités comme ils le devraient, que la place qu'il leur a accordée est insuffisante. Nous entendons depuis André Chastel la demande récurrente d'un enseignement de l'histoire de l'art dans le secondaire. La création de concours d'enseignement n'a jamais été menée à bien. On ne cesse de se plaindre d'un patrimoine qui ne serait pas traité avec tout le respect qui lui serait dû. On se plaint de la décontextualisation des objets. Certaines institutions jugent préférable de faire appel à d'autres qu'à des historiens d'art pour organiser des expositions. Et dans le cadre académique, dans beaucoup de pays, l'histoire de l'art est désormais fondue avec d'autres disciplines. En Italie, le cadre plus large est celui des biens culturels, des beni culturali. Dans les pays anglo-saxons, beaucoup d'universités ont fusionné l'histoire de l'art dans les cultural studies, les visual studies. En Allemagne, la Kunstwissenschaft aurait tendance à dominer la Kunstgeschichte. Et enfin, en France, il y a eu de très nombreuses tentatives de la part des ministères de fusionner l'histoire de l'art avec les arts plastiques. Il ne s'agit pas de déplorer cette situation, mais d'essayer de la comprendre et de comprendre pourquoi, alors que les historiens d'art pensent être mieux à même que d'autres de rendre compte des œuvres, cette opinion n'est pas totalement partagée. Est-ce que le discours de l'histoire de l'art serait insuffisant ? Je dois avouer que je trouve moi-même beaucoup de plaisir à pratiquer cette discipline, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de m'interroger et de m'interroger avec vous aujourd'hui sur ses objectifs, ses apports, mais aussi ses limites. Je vais aujourd'hui parler de l'histoire de l'art ou des historiens d'art. Le terme, je dois le regretter, est souvent considéré comme dépréciatif. Or, quand je parle des historiens de l'art, je parle aussi de moi et je n'ai pas l'intention de me déprécier. Donc, c'est sous cette forme, avec aussi les limites auxquelles je peux être confronté. Alors, je voudrais donc commencer par les objectifs, par un retour sur quelques mots, quelques confusions qui méritent peut-être d'être éclairées. D'abord, l'histoire de l'art est à la fois, comme dans d'autres cas, à la fois le nom de la discipline et le nom de l'objet de la discipline, ce qui conduit, dans un certain nombre de cas, à un certain nombre de confusions. Au-delà, il y a parfois des tensions entre la place que les images, pour me cantonner aux images, doivent tenir entre l'historien et l'historien d'art. La proximité des deux disciplines, moi-même je suis issu de l'histoire, conduit peut-être à oublier ou à négliger deux approches radicalement différentes. Pour l'historien, l'objet, l'œuvre, est un document et qui sert à expliquer l'histoire. Pour l'historien d'art, la position est inverse. C'est l'histoire qui est un des éléments qui permet de rendre compte de l'œuvre et de l'œuvre telle qu'on la voit aujourd'hui. Je vais y revenir. Il y a eu, dans les années 60, un long débat, comme la France les aime beaucoup, pour savoir s'il fallait parler d'histoire des arts ou d'histoire de l'art. Ce débat a été conclu en faveur de l'histoire de l'art. La question d'histoire des arts est désormais éliminée sans que pour autant cette question, sans que pour autant un certain nombre de gens ne soient pas davantage plus proches de l'histoire des arts que de l'histoire de l'art. En effet, l'histoire des arts vise essentiellement à travailler selon les différentes spécialités académiques. L'histoire de l'architecture, l'histoire de la sculpture, l'histoire de la peinture,
l'histoire des arts somptuaires, orfèvrerie, tapisserie, céramique, etc., puis accru avec l'histoire de la photographie, l'histoire des installations, de l'art vidéo, etc., de la performance, de l'objet. C'est beaucoup d'historiens d'art, d'historiens de l'art, sont en fait historiens d'un art, et en cela peuvent, à juste titre, faire entrer l'essentiel des artefacts dans le cadre de leur propre recherche, y compris des œuvres de second ordre, voire des répliques ou des tableaux, des répliques ou des copies de tableaux célèbres qui appartiennent à l'histoire de la peinture. L'historien de l'art, lui en revanche, étudie implicitement ces artefacts pour peu qu'ils appartiennent à une catégorie un peu floue qui est celle de l'œuvre d'art. Or, cette catégorie devrait supposer une réflexion d'esthétique, de philosophie esthétique, sur la notion d'art, une des notions qui est qui se transforme de génération en génération. Nous n'avons pas la même conception de l'art que n'en avaient, y compris les historiens d'art des années 1960. Cette notion est une construction occidentale. Or, nous l'appliquons aussi à des arts non occidentaux, apparus, selon les pays d'Europe, entre le XVe et le XVIIIe siècle. Et désormais, on l'applique à des objets qui n'ont pas été fabriqués en intégrant cette notion, soit qu'ils soient antérieurs, on parle d'art du Moyen-Âge, alors que le mot art, ars, avait une toute autre signification au Moyen-Âge, soit qu'on l'utilise aussi pour parler des civilisations qui ne pensaient pas les objets de la même façon que nous pouvons les penser. L'histoire de l'art est essentiellement liée à l'apparition du musée. Elle naît à peu près en même temps. Le premier texte d'histoire de l'art, considéré comme tel, l'histoire de l'art chez les anciens de Winkelmann, est contemporain de l'ouverture des galeries capitolines, d'une présentation qui, finalement, élimine ou isole l'objet de tout autre contexte, c'est-à-dire que chaque objet est désormais étudié en fonction des objets qui lui sont voisins. Et l'histoire de l'art, soit quand elle est essentiellement formaliste, se consacre à des objets muséifiés, s'interrogeant notamment sur les notions d'attribution, d'authenticité, de l'évolution propre des formes, soit au contraire, celle d'ailleurs que je pratique essentiellement, elle cherche à replacer un objet dans le contexte qu'il n'a plus depuis qu'il est au musée. Autre question qui n'est à mon sens pas toujours assez prise en compte, y compris par moi, c'est que par nature, l'histoire de l'art est rétrospective. Elle place au premier plan les objets qui correspondent à une conception actuelle de l'art, conception qui peut être explicite ou implicite. Le canon se renouvelle à chaque génération. Il y a 2 siècles, le XVIIe siècle était le siècle des Carraches, aujourd'hui c'est le siècle du Caravage. Il y a 40 ans ou 30 ans, le XXe siècle était le siècle de Picasso, désormais c'est le siècle de Marcel Duchamp. Deux conceptions, 2 autres téléologies, 2 autres rétrospectives. Et bien sûr, on parle beaucoup de l'extension du canon, du moins que les historiens d'art reconnaissent en tant que tel. L'histoire de l'art a inventé Vermeer au XIXe siècle, elle a inventé Georges de la Tour au XXe siècle, cas si souvent cité de l'importance de l'histoire de l'art, mais on ne parle pas beaucoup de tous les artistes qui sont sortis du canon. Dans un article récent, Anthony Griffiths,
ancien directeur du cabinet d'estampes du British Museum, disait que lorsqu'il avait commencé sa carrière, une gravure de Nanteuil, une gravure de Rembrandt valait 2 fois plus cher qu'une gravure de Nanteuil. Aujourd'hui, elle vaut 50 fois plus cher. Nanteuil est malgré tout sorti du canon auquel il appartenait, malgré les publications récentes de plusieurs ouvrages le concernant. De même que l'on ne parle guère des objets dont la réhabilitation ne concerne que des spécialistes. Pour prendre un exemple, j'ai pris pour la plupart des photos, chaque fois que c'est possible, de mes images, j'ai mieux, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, préféré utiliser des photos que j'ai prises, moi-même des œuvres dans leur matérialité, plutôt que des images scannées dans des livres qui seraient meilleures, mais qui, à mon sens, faussent, et j'y reviendrai, le regard que l'on peut porter. Alors, je vous prends un exemple d'un peintre que ses élèves ont considéré comme le restaurateur de l'école française. Le terme a été perpétuellement utilisé. Joseph-Marie Vien, qui a donné lieu, dans la fin des années 80, à un catalogue exemplaire. Je crois, non sans qu'aucun musée ne se risquera jamais à organiser une exposition de l'œuvre de Vien. Je vous montre un tableau plutôt de sa Genève, c'est un tableau plus tardif, l'un encore dans sa place initiale, l'autre conservé au Louvre, peint pour Madame du Barry. Je ne vais pas m'attarder sur ces tableaux, mais il contribue à poser la question d'œuvres qui peuvent intéresser l'historien d'art, mais qui n'intéresseront pas vraiment hors du domaine de l'histoire de l'art. En effet, le travail de l'historien d'art est essentiellement tourné vers les conditions d'élaboration des œuvres. Il reconstitue, autant qu'il le peut, l'outillage technique et culturel de l'artiste, les questions théoriques qu'il se posait, les compétences qu'il avait acquises. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Marc Fumaroli, le travail que j'ai mené avec Jacqueline Schoenstein pendant une vingtaine d'années, visant à redonner ce cadre intellectuel, ce cadre visuel et cette culture dont disposaient les artistes français pendant un siècle et demi. En même temps, c'est beaucoup développé, à juste titre, une autre dimension qui m'intéresse tout autant, qui est celle de mieux comprendre ce qu'étaient les consommateurs de ces objets. Quelle était leur culture intellectuelle, leur culture visuelle, l'œil, pour reprendre une formule du titre français du livre de Baxendale, leur demande, et ce qu'ils pouvaient projeter autour des sujets représentés, sur la façon dont ils pouvaient verbaliser un tableau, quels étaient les outils empruntés à les rhétoriques dont ils se servaient, un tableau ou une statue. Donc, évidemment, ce travail conduit à une forme d'interrogation ou d'exaspération quand une œuvre est trop strictement décontextualisée. Je vous montre, vous vous souvenez des débats qui ont eu lieu lors de l'ouverture ou lors de la projet de création du musée de Quai Branly, où les masques conservés au musée de l'Homme et essentiellement objets d'ethnologie sont devenus des objets de délectation artistique présentés dans un cadre complètement décontextualisé. Ces protestations, elles ont eu lieu dès la création des musées. Je vous montre un tableau que Jacques Tullier avait jadis commenté dans ces lieux, tableau dans son accrochage dans une salle du Louvre, tableau qui appartenait au maître-autel de l'église de Saint-Louis des Jésuites, l'actuelle église Saint-Paul-Saint-Louis, avec plutôt ce tableau ainsi que le tableau supérieur qui illustre au musée des Beaux-Arts de Nantes, a complètement changé de sens entre cette machine, comme pour employer un terme qui s'employait au XVIIe siècle, se trouvait
dans le cœur de la maison, de la maison professe de la Compagnie de Jésus. Et dans un autre cadre, dans un autre lieu, dans la salle des retables du Louvre, il n'a plus du tout le même type de fonction. C'est ce que reprochait Quatremer de Quincy lorsque des tableaux italiens ont été transférés à Paris, installés au Louvre. Je vous montre une photo de l'actuel Salon Carré du Louvre avec un tableau de Giotto et un tableau de plutôt un crucifix de Giotto et un Maesta de Cimabue qui ont évidemment perdu toute autre fonction qu'une fonction essentiellement esthétique. Et quel que soit ou un autre exemple, dans la Grande Galerie, vous voyez juxtaposé une annonciation de Guido Reni qui se trouvait dans l'église des Carmélites de la rue Saint-Jacques, un tableau de Guerchin qui se trouvait dans une église de Modène, et un autre tableau de Guido Reni, la remise des clés à Saint-Pierre, qui se trouvait dans l'église Saint-Pierre de Fano. Ces trois tableaux, en prenant cette photo, je tenais à conserver le premier plan, c'est-à-dire ces figures qui sont en train de regarder un plan du Louvre pour savoir où ils doivent aller désormais, et la dévotion des... Or, Marco Marolli le sait bien, l'Annonciation des Carmélites est un tableau qui a une portée dévotionnelle extrêmement importante au XVIIe siècle. Actuellement, je ne pense pas qu'il contribuerait à accroître largement la dévotion et la réflexion sur l'incarnation. Donc, ces transformations, naturellement, exaspèrent l'historien d'art, ou plutôt lui font plaisir par d'autres aspects, c'est-à-dire que lui cherche à remettre un tableau là où il n'est plus et essayer de lui redonner son sens initial. Les différentes protestations d'un Quatremer de Quincy, de Seine, n'ont pas suffi à faire rétablir les œuvres, sortir les œuvres du jugement esthétique. Leur seul bilan a été non pas de faire fermer un musée d'art, mais un musée de civilisation, c'est-à-dire le musée des monuments français de Lenoir, où les œuvres ont été à terme renvoyées, pour certaines d'entre elles, dans les églises d'où elles provenaient, du moins quand elles existaient encore. Il a été fermé en 1815, ce qui a permis à la basilique Saint-Denis de récupérer les tombeaux qui en provenaient, sinon que désormais ces tombeaux sont tous des cénotaphes parce que les corps des rois de France ne sont plus à Saint-Denis depuis 1794. Donc, alors, qu'est-ce qui fait entrer un artefact dans l'histoire de l'art ? Ce qui est une question, justement, qui aboutit à une forme de sélection, de critères. Qu'est-ce qui appartient à l'histoire de l'art ? Qu'est-ce qui appartient à l'histoire de la sculpture ou de la peinture ? Pour un certain nombre d'artistes, la question de l'art, la Kunstwollen, mais pas du tout dans le sens dans lequel Hegel employait ce terme, peut entrer en cause. Mais ceci reste, somme toute, assez marginal. Pour l'historien d'art, la question sera beaucoup celle de la fécondité d'une œuvre, c'est-à-dire la façon dont elle aura pu être ultérieurement imitée, repensée, servir de modèle à l'époque où on pensait en termes d'imitation et non pas en termes d'influence. Il y a une œuvre insérée dans un musée devient essentiellement un objet destiné à être contextualisé par rapport à d'autres œuvres. Alors je vous montre, l'image n'est pas fabuleuse, un tableau de Zoffany qui représentait, ou qui évoquait plutôt, la tribune des offices dans les années 1770.
Je dis qui est évoqué parce qu'il y a représenté quelques tableaux qui étaient au Palazzo Pitti déjà à l'époque, qu'il y a intégré mais d'autres œuvres, y compris un tableau qu'il désirait vendre, la Madone Cooper de Raphaël, mais il donne la tribune des offices a été le premier lieu où il s'agissait de confronter toutes les civilisations, essentiellement sur un plan plastique. La Vénus des Médicis devait répondre à la Vénus d'Urbain de Titien, qui arrivait le mieux à rendre compte de la perfection féminine, le sculpteur antique Cléomène ou le peintre moderne Titien. Vous voyez actuellement bien une photo plus récente. On a conservé dans la tribune les statues qui s'y trouvaient, mais il s'agissait d'intégrer cette salle dans un parcours essentiellement chronologique, l'histoire de l'art devenant à ce moment-là un récit emprunté à Vasari, qui part de Cimabue et qui aboutit aux offices plutôt à au milieu du XVIIIe siècle. Donc ces œuvres ainsi, qui sont toutes identifiables, aussi bien sur le tableau que dans la photo, dans le cadre de l'histoire de l'art, existent essentiellement par rapport à d'autres œuvres, soit en termes de construction d'un discours, soit d'un discours chronologique, soit en termes de la construction d'un discours esthétique. Alors, à ces valeurs qui conduisent à faire entrer tel ou tel objet au détriment de tel ou tel autre dans le cadre de l'histoire de l'art, s'ajoutent d'autres valeurs qui sont aujourd'hui prises en compte. Alors, la valeur d'ancienneté. Une œuvre ancienne, fût-elle assez médiocre, et Dieu sait qu'il a pu y en avoir, intéressera davantage, plus elle sera ancienne, plus elle sera intéressante, et pourra susciter un regard de l'historien d'art qu'il n'accordera pas à d'autres œuvres plus récentes. Il y a ce qui entre, là, je dirais pour un grand public, très ou trop largement en compte, c'est aussi la valeur financière, qui, dans un certain nombre de cas, joue un rôle même dans l'élaboration de l'histoire de l'art. Tel ou tel artiste resté marginal ou plus étudié depuis des années et des années, qui était sorti de l'histoire de l'art, qui n'appartenait plus à l'art à proprement parler, qui avait sa place dans l'histoire de la peinture. On peut penser à Bouguereau, on peut penser à Burne-Jones, on peut penser à Rossetti, sont aujourd'hui réintégrés, ont vu leur cote tellement monter que subitement ils ont suscité un intérêt qui a produit à son tour un certain nombre de travaux scientifiques. Donc, un objet, quoi qu'il en soit, l'objet de l'histoire de l'art reste très complexe à définir, c'est-à-dire qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui est du domaine de l'art, qu'est-ce qui est du domaine de la production courante. Alors, ceux qui veulent absolument briser cette distinction, qui en même temps ne peut jamais être fixée de façon claire, ce sont les gens qui mènent, sous un autre aspect, les Visual Studies. Le dernier livre de Mitchell a été traduit récemment en français, qui repose complètement différemment la question des images, mais en éliminant justement cette notion d'art à laquelle l'historien d'art est attaché. Maintenant, quels que soient ces apports, je dois dire que je suis prêt, je crois tout à fait aux apports de l'histoire de l'art, il s'agit aussi de réfléchir sur ses limites, ne serait-ce que, je penserai à la deuxième présentation de la tribune, les objets nous sont présentés comme des objets du passé. Ils sont insérés, l'historien d'art les intègre dans la période dans laquelle elles ont été peintes. Or, ces objets ne sont pas des objets du passé. Même la Maestà de Cimabue
est présente aujourd'hui au Louvre. C'est un objet du XXIe siècle, même s'il a été exécuté au XIVe siècle. Et donc, y a-t-il réellement un sens de décider que l'on veut replacer un objet d'aujourd'hui dans le cadre intellectuel, visuel, culturel pour lequel il a été fait il y a 5 siècles ou il y a même 40 ans. Et donc, c'est toute une interrogation qui, à mon sens, que nous ne pratiquons peut-être pas toujours assez. Et bien des œuvres que nous trouvons passionnantes sont fort ennuyeuses pour un spectateur du XXIe siècle. De même, l'historien d'art conserve ou rétablit un canon qui a longtemps été dominant. Je vous montre trois photos de 3 des tableaux qui ont passé pour les plus grands chefs-d'œuvre conservés à Rome. Je parle de tableaux d'hôtel, évidemment, les fresques du Vatican pouvaient tenir une autre place, qui était donc la Transfiguration de Raphaël, la dernière communion de Saint Jérôme et la descente de croix de Daniel de Volterra. Les 2 premières ne sont plus à leur place initiale. En effet, elles ont été cédées à la France au moment du traité de Tolentino et restituées en 1815 à l'Italie, mais elles sont terminées au Vatican, sont regagnées, l'une San Pietro in Montorio et l'autre l'église de San Girolamo della Carità. Ces œuvres ont perdu leur... Et quant à la descente de croix de Daniel de Volterra, elle a été peinte à fresque, mais elle a été détachée de son support. Finalement, elle n'est pas partie pour Paris, mais elle est aujourd'hui transposée sur toile et se trouve à la place pour laquelle elle a été conçue. Ces 3 tableaux sont parmi les plus séminaux, si vous me pardonnez le terme, parmi ceux qui ont été le plus étudiés en termes de narration, d'expression, le visage de Saint Jérôme, l'articulation entre la scène du miracle refusé aux apôtres, le pathétique de la Vierge dans la descente de croix, sont l'objet d'études. Colette Nativelle, qui est présente ici, nous dira qu'on retrouve tout ça chez Rubens assez systématiquement. Mais ce canon n'est plus aujourd'hui le canon auquel nous pouvons nous plier. La Transfiguration garde un peu de son mythe. La dernière communion, je n'en suis pas absolument sûr, pas plus que la descente de croix, et personne ne se rendra à Rome systématiquement pour admirer ces objets du canon. Je dois avouer que la première fois que je suis allé à Rome, je tenais absolument à aller voir ces tableaux fondamentaux pour l'histoire de l'art, mais pour l'historien d'art et pas forcément pour le public. Et lorsque je les projette à des étudiants, généralement, cela ne suscite pas l'enthousiasme que ça a suscité pendant un certain nombre de siècles, évidemment. Donc, cette construction du canon, pour nous, reste relativement stable. Quand elle a évolué, c'est aussi parfois pour d'autres raisons. Je vous montre Botticelli, artiste somme toute secondaire dans l'Italie du Quattrocento, est devenu un artiste central grâce aux pré-raphaélites, je vous montre ici un tableau de Burne-Jones. Je pense que vous voyez comment le regard du XIXe siècle anglais a pu faire de Botticelli un peintre absolument fondamental, qui lui est resté, et les historiens d'art ont continué à lui accorder cette place qui n'était pas la sienne de son temps.
je veux dire, si on veut faire une vraie histoire de la peinture du XVe siècle, Botticelli a le droit à 5 lignes. Si on fait un livre où on parlerait de la peinture italienne du XVe siècle en ne consacrant que 5 lignes et une reproduction à Botticelli, le public tout entier dira que ce livre est raté et témoigne d'une ignorance monumentale. Donc là se pose la question d'un canon en évolution. De même, toujours dans le canon, les trois plus célèbres statues romaines, depuis du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle, étaient la Sainte Bibiane du Bernin, la Sainte Suzanne de Duquesnoy et la Sainte Cécile de Maderno. J'aime mieux vous les montrer à travers les photos que j'en ai prises. Donc, dans le cadre pour lequel elles ont été conçues, l'église Santa Bibiana, ce qui est coincé non loin près des quais de la gare, au-delà du marché Victor Emmanuel, il n'y a pas grand monde pour s'y rendre, bien que ce soit le premier chantier Barberini auquel est collaboré le Bernin et Pietro de Cortone. Je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un jour où elle était ouverte. Il fallait y aller juste après la messe, le dimanche. La Sainte-Suzanne de Duquesnoy se trouve au milieu avec 3 autres statues de figures féminines dans l'église de Notre-Dame de Lorette. Là aussi, je ne jurerai pas qu'elle tranche aujourd'hui pour un visiteur. Bon, la Sainte-Cécile de Maderno, elle a été particulièrement bien mise en valeur dans la basilique Sainte-Cécile à Rome, Sainte-Cécile au Trastevere, grâce à l'aménagement du XVIIIe siècle. Donc 3 figures qui, pour un historien d'art aujourd'hui, sont au cœur du canon. Or, aujourd'hui, si on doit mentionner une statue illustre à Rome, une statue moderne, j'entends une statue du XVIIe siècle, c'est naturellement le groupe du Bernin que nous appelons élégamment en français la transverbération de Sainte Thérèse, que dans d'autres pays on appelle l'extase de Sainte Thérèse. Le choix du titre, j'en avais parlé ici il y a quelques années, n'est pas complètement secondaire. S'agit-il est-ce que le titre met en valeur le fait que l'ange, et j'y reviendrai dans un instant, transperce d'une flèche Sainte Thérèse, ou mettons l'accent essentiellement sur le plaisir que ressent la sainte. Alors, je vous montre quelques photos que j'ai pu en prendre et quelques photos que je n'aurais jamais pu prendre, c'est-à-dire des photos là récupérées dans des livres scannés. Vous voyez qu'il est difficile de regarder précisément la façon dont le Bernin a sculpté le visage de la sainte. Pourquoi ces photos, qui sont si fréquentes, c'est un ensemble de projections. Je vous donne une petite anthologie de textes de visiteurs romains depuis le président de Brosse. Elle est dans un habit de carmélite, pâmée, tombant à la renverse, la bouche entr'ouverte, les yeux mourants et presque fermés. Elle n'en peut plus. L'ange s'approche d'elle, tenant dans la main un dard dont il la menace, d'un air riant et un peu malin. C'est une expression merveilleuse, mais franchement beaucoup trop vive pour une église. Si c'est ça l'amour divin, je le connais. On en voit ici ma copie d'après nature. Stendhal, dans les promenades dans Rome, qui avait les lettres du président de Brosse sous la main. Quel art divin, quelle volupté. Notre bon moine, parce que l'église était à l'époque peu ouverte, croyant que nous ne comprenions pas, nous expliquait ce groupe. Et un grand peccato, c'est très dommage, a-t-il fini par nous dire, il manque un R, que ces statues puissent présenter si facilement l'idée d'un amour profane. Renan, je vous dispenserai, est dans le séminaire de Jacques Lacan de 1972, donc
donc retranscription de l'oral pour Sainte Thérèse, enfin disons quand même le mot. Puis en plus, vous n'avez qu'à aller regarder dans une certaine église à Rome, laquelle on ne sait pas, la statue du Bernin pour comprendre tout de suite, enfin quoi, qu'elle jouit. Ça ne fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle? Il est clair que le témoignage essentiel de la mystique, c'est justement de dire ça, qu'ils l'éprouvent, mais qu'ils n'en savent rien. Bon, vous comprenez pourquoi il convient de donner ce type de détails. L'historien d'art, bon, depuis Émile Malle et même avant, lui aura un tout autre type de contextualisation et analysera cette œuvre à partir de la vie, l'autobiographie rédigée par Sainte Thérèse, où elle raconte ces différents types de visions. Tandis que j'étais dans cet état, voici une vision dont le Seigneur daigna me favoriser à diverses reprises. J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Il est extrêmement rare que je les vois ainsi. Quoique j'ai souvent le bonheur de jouir de la présence des anges, je ne les vois que par une vision intellectuelle. Le Seigneur a voulu que l'ange se montrât sous cette forme. Il n'était point grand, mais petit et très beau, etc., etc. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or et dont la pointe de fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. La douleur de cette blessure était si vive qu'elle m'arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l'heure. Mais si excessive était la suavité que me causait cette extrême douleur, que je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver le bonheur hors de Dieu. Bon, je ne vous lis pas l'ensemble du texte qui pose qui conduit à une forme d'interrogation. Bien sûr, le Bernin avait, ou les conseillers du Bernin avaient la vie de Sainte Thérèse. Si la statue aujourd'hui, le groupe de Sainte Thérèse est infiniment plus célèbre que les trois grandes dames de la Rome du XVIIe siècle, c'est effectivement parce que l'on peut y projeter plutôt que parce que l'on peut en savoir. L'historien de l'art que je suis, en plus, ne s'intéressera pas seulement à la statue, tiendra à voir un ensemble qui n'est pas forcément très présent dans la littérature. Donc, je vous montre un tableau qu'on attribue à Battini, peu après l'achèvement de la chapelle entièrement dessinée par le Bernin. Vous voyez la place que tient le groupe sculpté par rapport à l'ensemble. Le propre de la contextualisation visuelle que fera l'historien d'art, c'est d'essayer de s'intéresser à l'ensemble de la vision, notamment au groupe des membres de la famille Cornaro assistant à la scène. Je vous montre ce que j'ai essayé, un montage de 4 ou 5 photos que j'ai prises pour essayer de rendre compte plus ou moins bien de ce que peut être l'ensemble, c'est-à-dire intégrer, me voulant un historien de l'art et pas un historien des arts, intégrer la statue dans l'ensemble qui lui a été consacré. Photographiant même ce qui, malheureusement, n'est plus vraiment visible, c'est la verrue qu'il y a sur la façade de l'église. Le Bernin a fait installer, modifier. Vous avez ici le vitrail qui se trouve en haut de la chapelle. L'avenue qui descend de l'église n'existait pas à cette époque-là, donc on ne voyait pas autant cette verrue. Je dirais que cette verrue m'intéresse peut-être beaucoup parce qu'elle permet de comprendre la recherche visuelle qu'a fait le Bernin. De même que sous l'autel, vous avez un bas-relief représentant la scène, que sur ces dessins,
Gaoli a exécuté une gloire, tout ce groupe d'anges en stuc qui viennent contribuer à l'ensemble du décor. Et surtout, cette verrue permettait l'intégration dissimulée par le fronton d'une lumière dont on ne voyait pas la source, qui venait ruisseler sur la statue. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne voit plus tellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lumière électrique vient largement modifier les rapports d'ombre et de lumière qu'avait prévu le Bernin. Dans bien des églises, il s'agit d'arriver éventuellement à un jour où il n'y a personne et où on peut obtenir de voir les œuvres telles qu'elles ont été conçues et non pas avec ces lumières électriques qui permettent de les photographier bien mieux, mais qui créent un effet de clair-obscur radicalement différent. Donc, si vous voulez, le travail, à ce moment-là, de l'historien d'art visera à essayer de comprendre les causes théologiques, causes physiques, matérielles, l'intégration de l'objet dans un ensemble cohérent. Est-ce que vraiment ça le rendra plus intéressant que de rechercher la façon dont ont été représentées la jouissance morale, mais aussi physique au XVIIe siècle? Je n'en suis pas absolument sûr. Et donc, c'est là que se pose la question des limites de notre approche par rapport à un public beaucoup plus large. Et là, de même, évidemment, le propre de l'historien d'art, c'est de faire des comparaisons. Le sujet est exactement le même. Nous avons la même transverbération de Sainte Thérèse. Là, on hésitera davantage à parler d'extase. Dans cette gravure tirée d'une vie de Sainte Thérèse, de gravure flamande, ou même un tableau, somme toute, qui, lui, n'appartient pas à l'histoire de l'art, mais peut appartenir à l'histoire de la peinture, et pour lequel on cherchera peut-être un jour à mettre un nom, ce qui, je veux dire, même pour moi, est complètement égal, c'est-à-dire ce qui peut constituer la force de la composition du Bernin, c'est justement par ce système de comparaison avec des œuvres d'une qualité inférieure. Alors, le jugement de valeur est aujourd'hui assez mal apprécié. On ne doit pas dire que, d'abord, tout se vaut, tout artiste a les plus grandes ambitions, et donc construire un discours sur le mode « mais l'un est supérieur, l'autre est inférieur », ce sont des questions qui se posent tout autant pour la littérature. Il n'y a qu'une forme de snobisme qui conduit à parler du grand art par rapport à l'art populaire. Les enfants sont des artistes en puissance, nous le savons bien, ils sont même destinés à être exposés dans les musées, dans certains cas. L'historien d'art ne peut souscrire à ce mode d'égalisation des images, qui est celle qui se propose justement les visual studies. Il n'empêche que comment définir, pourquoi définir que tel ou tel tableau appartient ou n'appartient pas à l'histoire de l'art. Question qui n'est souvent à débattre avec des amis, comment se constitue, comment définir. Faut-il dire que c'est de l'art médiocre ou faut-il dire que ce n'est pas de l'art? Et la définition, et aucun choix d'abord n'est définitif, et le tout tient essentiellement à un système de comparaison. De même, je vous remontre cette Sainte Thérèse baignée dans la lumière électrique qui vient s'ajouter à la lumière naturelle, deux façons de penser la même chapelle,
si on revient à l'histoire des arts. Dans cette gravure de De Rossi, il s'agit d'une gravure d'architecture. Il faut penser à la chapelle essentiellement en termes de plan d'élévation. Dans la gravure de Mélan, qui n'a jamais vu la statue, Mélan a quitté Rome en 1637, la statue a été achevée en 1650, la chapelle a été inaugurée en 1652, et c'est en 1678, dans les dernières années de sa vie, que pour l'abbé de la Chambre, pour la publication d'un panégyrique de Sainte Thérèse, l'abbé de la Chambre qui publiera une vie du Bernin ultérieurement, il va graver cette composition à partir d'un dessin probablement qui lui a été envoyé de Rome. Et donc il s'agit ici d'un fleuron sur le titre d'un livre et non pas d'une image indéterminée. C'est-à-dire sortant probablement ici complètement de l'œuvre de son cadre architectural qu'il ne pouvait pas connaître. Donc, d'un côté, vous avez ce qui intéresse l'historien de l'architecture, c'est-à-dire la conception de la chapelle, y compris avec son fronton incurvé qui dissimule la source de lumière. D'autre part, la figure expressive de la sainte, enrichie d'une citation d'Élémentation de Jérémie. Donc, autant de questions qui sont ainsi en œuvre pour l'historien d'art. Le discours explicatif tiré du contexte dans lequel les œuvres ont été exécutées ne tient pas forcément toujours compte du contexte actuel. Et par bien des aspects, la critique, l'homme de lettres passionné par le baroque, arrivera davantage à donner à faire entrer une œuvre dans la sensibilité du spectateur que l'historien d'art qui rappellera exactement les conditions, le cadre intellectuel dans lequel vivait le Bernin. Le critique, quel qu'il soit, est susceptible de dire pourquoi l'œuvre peut plaire ou déplaire aujourd'hui. L'historien s'interrogera sur la façon dont l'œuvre a pu plaire à un moment donné. De même, le critique, et la doxa, tient à un certain nombre de mythes qui fondent la définition de l'artiste depuis le XIXe siècle. L'artiste, une œuvre d'art novatrice ne peut que faire scandale. Donc, même l'Assomption du Titien aurait fait scandale, il n'y a aucune trace qu'elle ait jamais fait scandale. L'œuvre doit être en rupture. La doctrine de l'imitation des maîtres qu'on a réduite de plus en plus à cette notion tirée de l'astrologie de l'influence, est une doctrine qui montre justement l'absence de sincérité d'un artiste, des artistes antérieurs au XXe siècle. Le travail de l'historien d'art, dans bien des cas, est assez à l'opposé. Lorsque j'ai écrit sur Watteau, au lieu d'insister sur la rupture qu'il pouvait représenter, j'ai essayé de montrer à quel point son succès était inimaginable et d'une rapidité absolument extraordinaire. Donc, que ce n'était pas un artiste scandaleux, mais par bien des aspects, c'était affaiblir Watteau que de dire qu'il entrer dans la demande d'un moment donné plutôt que de dire qu'il a voulu casser toute la peinture de la deuxième partie du règne de Louis XIV. La destruction des mythes qui rendent l'œuvre acceptable est quelque chose qui est fortement gênante dans notre travail, de même que nous n'emploierons pas des termes comme cette œuvre, pour une telle œuvre ancienne, elle est profondément moderne. Elle est profondément moderne, ça veut dire qu'elle peut correspondre à notre goût. Mais généralement, ce n'est pas pour ce genre de raisons qu'elle a pu être exécutée. Voilà donc quelques questions, justement, pour lesquelles je n'ai pas de réponse, qui visent à mieux comprendre
cette relative marginalisation dans un contexte d'amour des images, d'amour de l'art, des historiens, et ceci ne touche pas seulement l'art ancien, ça touche aussi l'art du XXe siècle. Et je voudrais conclure en revenant sur un auteur que j'avais évoqué tout à l'heure, qui est Quatremère de Quincy, qui, à mon sens, dans ses considérations morales sur la destination des ouvrages de l'art, publiés en 1815, au moment de la Restauration, au moment du démantèlement du musée des monuments français, au moment où le Louvre a dû restituer à l'Italie, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, bien des tableaux qui s'y trouvaient, s'interroge, disons, justifie ce départ et parle de l'inutilité d'un certain nombre de musées. Il y a deux manières de goûter les ouvrages de l'art. L'une consiste à jouir de leur effet par les moyens qui les produisent. Pour lui, c'est celle de l'artiste. J'ajouterais que c'est aujourd'hui celle aussi de l'historien d'art. L'autre, c'est ce qui est celle du public, qui consiste à ne jouir de leur cause et de leurs moyens que par leurs effets. De là, deux façons de vouloir envisager ces ouvrages. L'un demande qu'on mette à découvert toutes les causes, qu'on lui présente avant tout le moyen de les scruter. L'autre veut qu'avant tout, on soigne les moyens de leur faire produire leur effet. C'est que l'un ne jouit qu'en jugeant et l'autre ne juge qu'en jouissant. Opposition. Alors, les termes ont actuellement pris une connotation un peu plus forte que je vous prie de ne pas reprendre à votre compte, mais qui pose assez largement cette question d'un double plaisir. Le plaisir de l'historien d'art qui ne jouit qu'en jugeant, en jugeant par comparaison, par remise en cause, par de la connaissance, et celle d'un public qui, justement, ne juge qu'en jouissant, c'est-à-dire essaye de voir ce qui correspond à sa propre sensibilité. Et toujours dans cet excès de connaissances potentielles qui serait celui d'historien d'art, tel est l'effet infailliblement produit à l'égard des arts d'imitation et de ceux qui en jugent par l'excès des collections d'ouvrages qui, déplacés et enlevés à leur ancienne destination, ne sont plus que des sujets de critique, de simples objets d'observation pour l'esprit. Le public perd de vue, au milieu de ces collections, les causes qui firent naître les ouvrages, les rapports auxquels ils étaient soumis, les affections avec lesquelles il demanderait à être considérés. Et cette multiplicité d'idées morales, d'harmonie intellectuelle, qui leur donnait tant de moyens divers d'agir sur notre âme. Et là, on se trouve face au jugement formel, qui est celui aujourd'hui du public qui, justement, n'évalue les œuvres que par rapport à d'autres œuvres conservées dans le même musée. Et vous avez vu suffisamment de gens bâiller ou traverser en courant à la Grande Galerie en se disant « il y en a trop, c'est ennuyeux », par rapport à l'historien d'art qui essaye, lui, éventuellement, de rétablir ces liens qui étaient le lien de l'œuvre avec le cadre pour lequel elle avait été conçue. Le cadre matériel comme le cadre intellectuel. À mon avis, il n'y a pas de conciliation possible. Je veux dire, il ne s'agit pas de trouver un moyen terme, mais il me paraît difficile de ne pas s'interroger quand on fait de l'histoire de l'art, quand on jouit en étudiant, pour reprendre la formule de Quatremère de Quincy, de s'interroger aussi sur les limites de notre approche. Je vous remercie. Merci, cher Christian Michel, de cette belle leçon. Vous l'avez dit, pour
Je vous écoutais en pensant à la littérature. Beaucoup des problèmes sont les mêmes, ceux de la constitution du canon, ceux de la valeur et des difficultés de la définir, ce problème des relations entre histoire et critique, contextualisation et jugement. Alors évidemment, dans le cas de l'histoire de l'art, vous ajoutez la grande difficulté de l'existence des musées et de la transformation des lieux d'origine. Heureusement, nous n'avons pas l'équivalent des musées pour la littérature, Pléiade. parce que les bibliothèques, ce n'est pas la même chose. Vous avez la bibliothèque de la Pléiade qui définit un canon qui a fini par intégrer ça dans son canon. Oui, mais nous n'avons pas, heureusement, le problème des musées et des églises. Alors, vous étiez l'invité de l'Institut des études littéraires, et il me reste à vous remettre une médaille pour vous rappeler de votre visite au Collège de France. Je vous remercie beaucoup.